Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, bienvenue sur les chaînes parlementaires. À mes côtés, Céline Bittner. Bonjour Céline. Bonjour Mickaël. Et dans l'actu, cette semaine, après le choc des attentats, le gouvernement était attendu sur les propositions, des annonces, des moyens et des hommes. L'arsenal antiterroriste a été renforcé, l'armée parvient à sauver des postes, mobilisation également pour l'école, l'accent est mis sur la laïcité. Au total, plusieurs centaines de millions d'euros seront engagés. Dans ce contexte, les Français apprécient l'action du couple exécutif. Un bond historique pour François Hollande qui retrouve des sommets atteints avant son élection de 2012. Manuel Valls gagne lui aussi des points à gauche comme à droite. Et puis cette semaine, le président de la République s'est adressé aux parlementaires. Il a lancé son plan pour la transparence de la vie publique. Transparence pour les élus, pour la vie économique, plus de règles, plus de vérifications. Alors pour commenter cette semaine, notre invité est David Rachlin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un peu un symbole car vous êtes l'un des deux premiers sénateurs de l'histoire du Front National, plus jeune sénateur de la Ve République. À 27 ans, vous représentez également cette nouvelle génération frontiste voulue par Marine Le Pen. Et puis vous êtes aussi un petit peu cumulard puisque vous êtes également le maire de la ville de Fréjus. Alors je voudrais qu'on regarde ensemble cette image. Regardez, c'était le 1er octobre 2014, votre premier jour au Palais du Luxembourg. Et en tant que Benjamin, vous étiez secrétaire de séance. Plusieurs sénateurs ont alors refusé de vous serrer la main. Est-ce que ça se passe mieux aujourd'hui au Sénat? Oui, écoutez, les choses se passent très bien. J'étais pas de toute façon venu au Sénat pour me faire des amis. Je suis là pour défendre des grands électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à mon mouvement et qui considéraient qu'il était logique, somme toute, que plusieurs millions d'électeurs soient représentés au Sénat. Nous ne sommes que deux d'ailleurs, et je pense que ce n'est pas le reflet de ce que nous représentons réellement, mais il n'en reste pas moins que depuis les choses se passent bien. On vous serre la main dans les couloirs. Oui, absolument. La plupart, il reste toujours quelques sectaires, mais peu importe, je ne suis pas là pour leur plaire, donc ça ne me dérange pas. Alors vous connaissez le principe de l'émission, on va passer en revue tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité. On va commencer par le lundi, François Hollande, Manuel Valls, on la cote. C'est un bond de popularité record pour l'exécutif. 21 points pour le chef de l'État, 17 points pour Manuel Valls. Il récolte en fait les fruits de la gestion de la crise qui vient de se dérouler. Jean-Baptiste Daoulas. Le rebond est spectaculaire. D'après un sondage IFOP fiducial pour Paris Match, la cote de satisfaction de François Hollande gagne 21 points. À 40%, le président de la République n'avait pas atteint un tel niveau de popularité depuis février 2013. Regain de confiance également pour Manuel Valls, plus 17 points. Le Premier ministre est à 61% de bonnes opinions. Un rebond lié à la gestion des attentats terroristes de Charlie Hebdo et de la porte de Vincennes. Clairement, les Français considèrent que François Hollande a été à la hauteur, qu'il a réussi à gommer les critiques récurrentes en termes de manque d'autorité, en termes de manque de fermeté, en termes d'atermoiement. C'est maintenant un président qui incarne l'union nationale et qui a mis fin au Hollande bashing. Parce que ce qui est absolument nouveau dans ce sondage, c'est bien sûr la progression de François Hollande à gauche. Il gagne 30 points chez les sympathisants socialistes. Mais c'est aussi et surtout pour la première fois, il progresse nettement chez les sympathisants de droite et du centre. La séquence est délicate pour l'opposition. Difficile de critiquer François Hollande après 2 semaines d'union nationale. Toutes les bulles spéculatives ont vocation un jour à exploser. Donc nous verrons quand nous reviendrons dans une période un peu plus classique, j'allais dire, où les Français regarderont leur sujet de préoccupation quotidienne, tels que l'évolution du chômage, l'évolution de la situation économique et sociale de notre pays. En 1991, François Mitterrand avait connu également un rebond au début de la guerre du Golfe. Mais cette lune de miel avec l'opinion n'avait duré que quelques mois. Alors David Rachlin, cette question va peut-être vous surprendre, mais faites-vous partie de ces Français qui ont changé de regard sur le président de la République ? En tout cas, on peut dire qu'il est quand même normal que les Français se solidarisent de leur gouvernement en pareille situation. Et il est vrai, nous l'avons dit d'ailleurs, clairement, que François Hollande a plutôt bien géré ces moments éminemment douloureux pour notre pays. Néanmoins, désormais, il va falloir laisser passer le temps du deuil et maintenant se concentrer sur les véritables propositions dont notre pays a besoin pour pouvoir prévenir ces menaces dramatiques. On va y venir, Ça a été un sans j'imagine. faute pour François Hollande et Manuel Valls.
Oui, dans le cadre de la gestion, encore une fois, de ce drame, dans le cadre de l'hommage qui a été rendu, je crois, à l'exception de l'exclusion du Front National et de Marine Le Pen de la fameuse marche, il n'en reste pas moins que, globalement, je considère qu'il est normal que les Français se rassemblent autour de notre pays, de son gouvernement, autour de la République française et de ses valeurs. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir participé à la marche? Mais nous avons... C'était ouvert. On vous a dit, venez, vienne qui veut. Mais nous avons participé aux marches dans les régions. Paris. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi, moi j'étais à Fréjus avec plus de 5000 Fréjusiens sur la place de la ville, sur la place de la mairie. Tous les dirigeants, la grande photo d'unité nationale. Tous les dirigeants du Front National. Tous les dirigeants du Front National étaient partout dans les provinces de notre pays. Je crois qu'on ne va pas à une manifestation dans laquelle nous ne sommes pas invités. Je pense que c'est somme toute logique. Et je regrette qu'à cette occasion, le gouvernement ait exclu 25% des Français, en tout cas une responsable politique majeure qui n'aurait pas dû être exclue de mon point de vue. L'une des seules quand même personnalités politiques qui n'augmente pas, qui stagne dans les sondages, c'est Marine Le Pen. Alors pourtant sur le fond, la période pourrait sembler propice aux thèses du Front National. Pourquoi ça ne profite pas à votre parti? Vous savez, nous étions encore une fois dans la période du deuil, dans la période de l'hommage, et c'était bien normal. Vient aujourd'hui le temps de la réflexion, des propositions. Marine Le Pen s'est exprimée seulement il y a quelques jours, vendredi dernier, je crois, à l'occasion d'une grande conférence de presse. Elle est isolée quand même, Marine Le Pen? Non, non, je ne crois pas du tout. Encore une fois, vendredi dernier, elle a commencé à s'exprimer sur les propositions qui sont les nôtres et dont on va avoir l'occasion probablement de reparler. Et je crois que c'est là-dessus que nous allons être jugés. Je ne me fais pas de soucis. Je vous signale au passage qu'il y a eu un sondage dans le Figaro il y a quelques heures pour dire que 45% des Français pouvaient éventuellement voter pour le Front National. Donc nous ne sommes pas si isolés que ça. Le grand test pour l'exécutif, pour vous, pour tout le monde finalement, de partis politiques, c'est quoi? C'est la prochaine législative partielle qui aura lieu dans le Doubs? C'est là-dessus qu'on va juger si l'exécutif a réussi ou vous savez, pas? les législatives partielles réagissent aussi en fonction de considérations locales et je ne crois pas qu'il faille se concentrer là-dessus. En revanche, la prochaine... C'est pas un test national pour vous? La prochaine, nous en tirons un certain nombre de conséquences, bien sûr, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut considérer politiquement aujourd'hui. En revanche, la prochaine élection importante, majeure, c'est les élections départementales qui vont avoir lieu en même temps au niveau national et là, nous verrons véritablement où en est l'opinion et je crois qu'on peut s'attendre à de très bons résultats pour notre mouvement, bien sûr. Alors ce lundi, c'est aussi la colère de plusieurs pays musulmans contre la une de Charlie Hebdo. À Gaza, en Iran, en Tchétchénie ou encore en Afghanistan, des milliers de manifestants ont protesté contre la une de l'hebdomadaire satirique représentant le prophète Mahomet. Des drapeaux français ont été brûlés au Pakistan, à Niamey, au Niger, des Français ont été invités à ne pas sortir de chez eux après des manifestations violentes. Alors, est-ce que Charlie Hebdo a bien fait de publier une nouvelle fois la caricature de Mahomet à la une ou alors est-ce que c'était une provocation ? Vous savez, je crois que notre République, notre pays est attaché à la liberté d'expression et à ce titre, Charlie Hebdo peut publier ce qui lui plaît et ce qu'il a envie de publier. Néanmoins, effectivement, ça a suscité un certain nombre de réactions. Je crois que par certains aspects, elles sont excessives, mais nous ne pouvons pas demander à tous les pays du monde d'avoir les mêmes pratiques que nous, d'avoir le même ton dans les médias, dans la presse, d'avoir cette même liberté d'expression. Ce serait mieux si c'était le cas. Ça n'est pas le cas, nous devons en prendre acte simplement, mais faire respecter en tout cas en France ce principe clair de liberté d'expression qui m'apparaît essentiel. 800 000 personnes en Tchétchénie, ça vous a surpris ou pas? Oui, contre la France, ouais. Oui, c'est beaucoup, indéniablement. Et je crois que les gouvernements de ces pays seraient bien inspirés de rappeler qu'il faut respecter les autres nations du monde, respecter la France pour ce qu'elle est. Je pense que c'est un point important. Est-ce que ce n'est pas aussi le symbole finalement d'une montée d'un sentiment anti-français dans le monde? C'est surtout la démonstration manifestement d'une montée, d'une forme de radicalité dans la pratique des religions. Et je crois que par certains aspects, nous pouvons nous en inquiéter. Nous voyons ce développement faramineux de l'islamisme radical en Syrie, par exemple, en Irak aussi, mais pas seulement, au Yémen et ailleurs. Et je crois qu'il faut que, là aussi, nous en tirions un certain nombre de conclusions et surtout que nous protégions notre pays contre ces menaces. Allez, on arrive au mardi. Manuel Valls, emploi des mots qui fâchent. C'est une formule choc. Lors de ses vœux à la presse, le Premier ministre a dénoncé un apartheid territorial, social, ethnique pour décrire la situation des banlieues. Une petite phrase qui a fait bien sûr beaucoup réagir Rim Benhammer.
Près de 2 semaines après les attentats du 7 janvier, comment lutter contre la division de la société française? Comment rebâtir une unité nationale? Manuel Valls, lors de ses vœux à la presse, dresse un lourd constat. Oui, ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays ou des défis que nous avons à relever. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique. Quelques heures plus tard, le Premier ministre répond à François de Rugy lors des questions au gouvernement avec la même gravité. Dire que, pour ce qui concerne l'école ou les quartiers, ou le sentiment de relégation ou de ségrégation, dire qu'il faudrait résoudre ces questions en quelques jours, en quelques semaines, n'aurait aucun sens. Nous ne répondrions d'ailleurs pas à l'exigence des Français. Aux 4 colonnes, le mot d'apartheid utilisé par Manuel Valls divise. Si on prend le mot apartheid pour ce qu'il veut dire, c'est-à-dire un développement séparé des gens au sein d'une même communauté nationale, c'est en partie ce qui est en cours en France. La politique d'apartheid en Afrique du Sud, c'était une politique qui visait à séparer les gens, à leur interdire à leur mettre toutes sortes de barrières dans la progression dans la société. C'est pas ce qu'a voulu la République française. François Hollande a chargé les 2 assemblées de réfléchir aux moyens de renforcer l'appartenance républicaine, notamment grâce au développement du service civique. Les 2 chambres ont jusqu'au mois de mars pour faire des propositions. Dire des choses fortes pour être entendu, c'est un peu la méthode que vous aussi vous pratiquez au Front National? Oui, en choisissant les termes que nous employons. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond des choses. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés, en effet, par certains aspects, à une séparation entre Apartheid, communautés? Vous reprendrez ce mot? Je ne reprendrai pas ce terme. On peut parler, en revanche, de séparation dans un certain nombre de cas entre les populations. On peut parler de communautarisme. Et qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là? C'est la politique appliquée par l'UMP et le PS depuis maintenant des dizaines d'années. Ce sont eux qui ont malheureusement amené ces revendications communautaires à être exaucées. Ce sont eux qui ont produit cette situation et je crois qu'on ne peut pas... C'est une erreur de la part du Premier ministre ou pas? Le mot vous a choqué, le mot d'apartheid? Il est assez choquant, mais ce qui est encore plus choquant, encore une fois, c'est de voir Manuel Valls aujourd'hui dénoncer une situation qu'il a, avec ses amis, UMP et PS d'ailleurs, lui-même créée. Et je crois que c'est cela dont il faut parler. Mais alors vous-même, j'ai regardé un petit peu les chiffres, mais dans votre ville de Fréjus, vous avez réduit eh bien, les subventions aux associations. Est-ce que ça ne provoque pas de fait une ghettoisation des quartiers? Non, vous savez, à Fréjus, j'ai simplement fait en sorte que les centres sociaux fonctionnent mieux. Et en effet... vous avez baissé de 50% les subventions pour les centres sociaux. Nous avons mis fin à un certain nombre de dépenses inutiles et nous avons fermé même un centre social pour créer à la place une maison de quartier qui sera, elle, grâce au service jeunesse de la ville, grâce au CCS, beaucoup plus à même de traiter les différents problèmes qui se posent à ce quartier. Mais de manière générale, je crois qu'avant toute chose et avant toute problématique liée aux centres sociaux et à la question sociale, il faut rappeler un certain nombre de valeurs claires que sont l'autorité, la discipline, qu'est l'ordre public, qu'est le combat contre le communautarisme. Et je crois que ce sont des valeurs qui, malheureusement, n'ont pas suffisamment été rappelées par le gouvernement et par l'État ces derniers mois et ces dernières années. Il y a une proposition de Malek Bouti qu'on a vue dans le reportage, c'est la mise sous tutelle de l'État de certains quartiers. Vous seriez pour? Non, je ne suis pas pour la mise sous tutelle d'un certain nombre de quartiers. Je crois que les administrations locales et les collectivités territoriales doivent se gérer par ceux qui sont élus pour le faire. Les maires, dans la plupart des cas, sont à la hauteur de leurs responsabilités, quelles que soient d'ailleurs leurs étiquettes politiques, ça n'est pas la question. Ils essayent, avec des moyens toujours moins importants, à cause des économies budgétaires qui sont faites justement par l'État sur le dos des collectivités territoriales, de gérer la situation. Qu'est-ce que vous proposez concrètement alors pour éviter justement cette ghettoisation? Vous savez, il faut lutter contre le communautarisme de manière ferme, dès le plus jeune âge. Et je crois que ça, c'est éminemment important. Il faudra aussi... Mais concrètement lutter contre le communautarisme, c'est rappeler les valeurs de la République, c'est ne pas céder aux revendications communautaires, c'est ne pas permettre... Les horaires de piscine, par exemple? Mais par exemple, et les menus dans les cantines, et tout ce dont on a l'habitude de parler depuis maintenant des années, les burqas, qu'on a le droit manifestement, en tout cas de fait, de continuer
continuer à porter. Oui. Il y a un certain nombre de lois, mais dans les faits, On va y revenir sur la laïcité on notamment. s'aperçoit que ça n'est pas appliqué. Et donc c'est le respect total de la laïcité. Encore une fois, ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Et je crois que l'UMP et le PS, et particulièrement ce gouvernement, portent une responsabilité majeure dans l'absence de respect de la laïcité. D'un mot, juste d'un mot, sur le mot apartheid qui a été prononcé. Est-ce que là, Manuel Valls a brisé l'unité nationale qui était en cours? Mais de toute façon, il est normal que les débats dans une démocratie et dans la République reprennent. Mais l'unité nationale n'aurait peut-être pas dû être brisée de cette manière-là, avec ce mot-là. Un visage a fait la une de l'actualité ce mardi, celui de Lassana Bathily. Ce jeune Malien de 24 ans est devenu officiellement français. Cet employé de l'épicerie Père Cachère avait aidé des clients à se dissimuler dans la chambre froide lors de la prise d'otage de la porte de Vincennes. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ont salué son acte de bravoure. Alors vous qui êtes contre l'immigration, est-ce que Lassana Bathily, c'est pas la preuve que l'immigration peut aussi être une chance pour la France? Vous savez, moi je suis pour le contrôle aux frontières d'abord et pour réduire en effet drastiquement le nombre d'étrangers qui rentrent sur notre sol, car il en rentre encore 200 000 par an. Et je crois que c'est beaucoup trop et que ça n'est pas d'ailleurs sans lien avec la situation de communautarisme qui se développe dans notre pays. Mais dans ce cas bien précis, il est bien évident que... Et d'ailleurs, moi je crois que la nationalité s'hérite ou se mérite. En l'occurrence, il l'a mérité, c'est bien normal qu'il puisse devenir français. Mais ça ne doit pas être automatique comme c'est le cas aujourd'hui. Et je crois qu'on devrait être beaucoup plus raisonnable dans le nombre d'acquisitions de la nationalité. Ça s'en baisse, elles s'en baissent. 57 610 personnes pour être exact en 2014, ce qui est beaucoup moins que l'année dernière. Ce qui est beaucoup trop, toujours, parce que vous savez, nous n'avons plus les moyens de cette politique, nous n'avons plus les moyens d'accepter l'arrivée sur notre territoire de 200 000 immigrés chaque année. Je crois que la démonstration en est faite, que tous les politiques s'accordent à dire que l'immigration est trop importante dans notre pays, mais l'UMP comme le PS n'en tirent pas les conclusions et ne régulent pas aux frontières cette immigration. Là, nous avons là en effet un vrai sujet, ce contrôle aux frontières qu'il va falloir rétablir dans les plus brefs délais. On va y venir justement sur les mesures contre le terrorisme qui ont été prises par Manuel Valls. Nous sommes mercredi. 15 jours après, évidemment, les attentats qui ont ensanglanté Paris, les mesures étaient attendues. Manuel Valls a annoncé un renforcement considérable des moyens humains et matériels, un plan d'urgence pour lutter contre le djihadisme. Le détail avec Marie Brémaud. C'est un gouvernement uni derrière son Premier ministre qui est venu présenter l'ensemble des mesures pour lutter contre le terrorisme. Un gouvernement uni et entièrement mobilisé. Pour ce faire, des moyens importants sont débloqués. Ce sont 425 millions de crédits, d'investissement, d'équipement et de fonctionnement qui seront consacrés au cours des 3 prochaines années à ce plan de renforcement. 425 millions d'euros donc sur 3 ans pour surveiller près de 3000 personnes impliquées de près ou de loin dans des filières terroristes. Une enveloppe budgétaire qui permettra notamment de gonfler les effectifs de renseignement. 1400 emplois rien que pour le ministère de l'Intérieur, mais les effectifs seront également renforcés à la Défense, Bercy et à la Justice. D'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, 60 millions d'euros seront mobilisés et 60 aumôniers musulmans seront recrutés pour les prisons. Un fichier placé sous le contrôle d'un juge sera créé dans lequel seront obligatoirement inscrites toutes les personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme. C'est donc un fichier spécial de personnes condamnées pour terrorisme qui va voir le jour afin de permettre leur surveillance. Quant à la peine d'indignité nationale qui fait débat, le Premier ministre n'a pas tranché. Il a dit ne pas vouloir agir dans la précipitation et a confié aux 2 assemblées le soin de formuler des propositions complémentaires. Est-ce que les mesures annoncées par Manuel Valls sont suffisantes pour lutter contre la menace terroriste?
Bien sûr que non. Et la véritable question est pourquoi ont-ils supprimé des postes de policiers et de gendarmes dans les 10 dernières années? Pourquoi les moyens des renseignements ne sont pas à la hauteur, ne sont plus à la hauteur de la situation? Ils vont être renforcés. Pourquoi avons-nous fait des économies sur les moyens de l'armée depuis maintenant plusieurs dizaines d'années? Je crois que c'est ça la véritable question. Et évidemment qu'il nous faut renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie dans des proportions considérables. Évidemment qu'il faut renforcer les moyens de l'armée et pas seulement faire cesser la baisse des moyens. Renforcer les moyens de l'armée, qui est dans une situation aujourd'hui dramatique. Où est-ce que vous faites les économies ailleurs, sur des ministères, partout? Il y a des centaines de milliers d'euros d'économies à faire. Si vous voulez, on pourra en rediscuter sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur toute une série de sujets. Vous savez que dans ce domaine-là, les propositions, en tout cas de notre côté, ne manquent pas. Mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne peut pas transiger. Et je crois que malheureusement, pendant de trop nombreuses années, des économies ont été faites sur ces postes-là. Ça n'aurait jamais dû être le cas. Maintenant, d'urgence, il faut renforcer les moyens, je le disais, de la police, du renseignement, de l'armée, parce que nous le voyons bien, c'est indispensable. Et est-ce que sur le fond, vous seriez d'accord avec un Patriot Act à la française? Bon, c'est pas exactement ce qu'on y met à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir renforcer dans des proportions considérables, non seulement les moyens que je viens d'évoquer, mais encore agir sur l'éducation, agir sur la justice pour lutter contre le récidivisme. Et j'ai posé en ce sens une question à la garde des Sceaux, qui avait supprimé récemment des mesures contre les récidivistes, alors que, au contraire, pas encore, mais j'espère que j'en aurai une bientôt. Dans tous les domaines, il nous faudra agir. Malheureusement, c'est le laxisme qui a triomphé, que ce soit dans l'éducation, dans la justice. C'est le laxisme qui a triomphé dans tous les domaines. Trop d'angélisme, bien sûr, et pas de prise de conscience de la réalité de la situation, pas de prise de conscience du développement que nous avons dénoncé de ce fondamentalisme islamique qui se propage dans un certain nombre de nos quartiers et dans un certain nombre de nos villes. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans, évidemment, sont de dangereux citoyens, mais une petite partie font la démonstration qu'ils sont dangereux et nous devons mettre tous les moyens pour lutter contre eux. Ça n'a pas été le cas jusque-là, malheureusement, alors que nous avions prévenu. Alors, mesure d'indignité, d'échéance de nationalité, il y a hasard du calendrier, le Conseil constitutionnel se prononçait ce vendredi sur la nationalité d'un franco-marocain condamné pour terrorisme, d'échéance de nationalité, validée par le Conseil constitutionnel. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr qu'il faut des choix de leur nationalité, ceux qui commettent des actes graves et même ceux qui sont des délinquants récidivistes et même toute une série de gens qui n'ont pas à être sur notre territoire. Je crois que c'est la pure logique. Nous devons choisir ceux qui... On ne peut le faire que quand il y a la double nationalité. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez aller plus loin, vous? En tout cas, si déjà on faisait cela, ce serait déjà pas mal. Et si déjà ceux qui ont la double nationalité... De toute façon, nous sommes contre la double nationalité et nous croyons qu'il faut choisir. Et qu'on ne peut pas... que ce principe de double nationalité n'est pas sérieux. Mais pour ceux qui aujourd'hui ont la double nationalité, bien sûr qu'ils doivent être déchus de leur nationalité. C'est une évidence absolue. Eh bien, il faut prévoir un renforcement du dispositif judiciaire, des peines qui soient plus importantes. Aujourd'hui, quand on est condamné... L'indignité nationale, par exemple ? Peu importe les mots, mais aujourd'hui, sachez que lorsque on est condamné à une peine de moins d'1 an de prison, on ne la fait pas parce qu'on manque de place dans les prisons, parce que notre dispositif carcéral et judiciaire n'est pas à la hauteur de la situation. Je crois que dans ces domaines-là, il va nous falloir travailler sérieusement et en tout cas, il faudrait que ce gouvernement le fasse. Sur le plan militaire, maintenant, François Hollande a tenu un conseil de défense ce mercredi. L'armée réussit à sauver des emplois. 7500 postes de militaires seront finalement épargnés sur les 34 000 supprimés. Est-ce que l'armée a encore les moyens de ses ambitions et les moyens de défendre finalement notre pays entre les opérations extérieures et aujourd'hui le plan Vigipirate renforcé? Bien sûr que non. Et nombre de responsables de l'armée se sont exprimés à différentes occasions et ont tiré la sonnette d'alarme. Nous-mêmes, depuis des années, moi, au Sénat, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le projet de loi de finances dans ces domaines-là et nous voyons bien que non seulement les moyens ne sont pas à la hauteur, mais qu'en plus ils étaient drastiquement réduits ces dernières années, alors qu'au contraire, il lui fallut les augmenter ou en tout cas les maintenir. Moi, je crois qu'il faut que les moyens soient renforcés, qu'il faut que l'État fasse un véritable effort dans ce domaine-là, parce que nous ne pouvons pas en même temps essayer de dire et de rassurer les Français sur leur sécurité et sur la situation de notre pays. Nous en demandons toujours plus à l'armée, alors qu'ils ont toujours des moyens... Deux petites questions très courtes. La loi sur le renseignement qui est prévue pour mars, vous la voterez ou pas?
Écoutez, nous verrons ce que nous voterons. Nous irons dans le détail pour vérifier si les moyens sont à la hauteur de la situation. Ce qui est sûr, c'est que je suis partisan d'un renforcement très important des moyens et nous aurons l'occasion de faire un certain nombre de propositions, y compris au Sénat d'ailleurs. Service civique ou service militaire? Service militaire. Obligatoire? Service militaire pour 2, 3, pour quelques mois. Mais évidemment que cette suppression n'est pas allée dans le bon sens et c'est indispensable. Jeudi, c'est l'école qui est en première ligne. Laïcité, autorité, citoyenneté, 3 mots qui résument le plan de Najat Vallaud-Belkacem pour réaffirmer les valeurs républicaines à l'école. 250 millions d'euros seront investis sur 3 ans. Les détails avec Marie Brémaud. On a laissé l'école, la communauté scolaire, les enseignants devenir le réceptacle de tous les maux de la société, alors qu'elle devrait s'en protéger pour protéger chaque élève. Un constat d'échec, mais la volonté de rectifier le tir. La ministre de l'Éducation a présenté les grandes lignes de son plan pour remettre les valeurs républicaines au centre de l'école. Ce sont 1000 formateurs aguerris qui seront formés sur la laïcité et l'enseignement moral et civique avant la prochaine rentrée scolaire. 1000 inspecteurs, professeurs, documentalistes ou chefs d'établissement qui seront formés pour répondre aux questions relatives à la citoyenneté, la laïcité et à la lutte contre les préjugés. Une journée de la laïcité sera désormais célébrée dans tous les établissements, chaque 9 décembre, journée anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. Tous les établissements devront également participer aux commémorations patriotiques et mettre en place 2 nouveaux rendez-vous, la semaine de l'engagement et la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Tout comportement contraire à ces règles fera l'objet d'un signalement systématique de la part de l'enseignant au directeur d'école ou chef d'établissement, et ces derniers seront invités à y donner suite systématiquement. Voilà donc le volet sanction de ce plan qui veut également asseoir l'autorité des professeurs. L'exécutif souhaite un recours plus systématique aux mesures de réparation et de responsabilisation, sorte de travaux d'intérêt généraux pour les élèves. Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau parcours citoyen du CP à la terminale. Au total, 300 heures d'enseignement moral et civique, mais également aux médias et à l'information. Des mesures consensuelles qui ont un coût, 250 millions d'euros sur 3 ans. Est-ce que c'est le bon moyen de réaffirmer la laïcité à l'école ou il faudrait aller encore plus loin ? Il faut aller plus loin, évidemment, et je crois que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut lutter contre les communautarismes. Et nous avons dit, pour démontrer cela, qu'il fallait rétablir l'uniforme à l'école. Nous avons dit aussi qu'il était... la Marseillaise, chanter la Marseillaise, par exemple, à l'école. Bien sûr, ça c'est une bonne proposition, bien entendu. Les signalements dont on parle, qui vont être faits au rectorat, ça n'est pas suffisant. Il faut convoquer les parents systématiquement. Il faut signaler ça au procureur de la République, pas au recteur, même si ça n'est pas incompatible. Il faut des mesures. Les signalements, ça peut être de n'importe Il faut des mesures, mais dès le plus jeune âge. Parce que le plus jeune âge pour vous ? Dès le plus jeune âge, dès lors que les enfants sont à l'école et qu'on voit qu'il y a un certain nombre de dérives, il faut des signalements qui soient des signalements opérants, qui puissent permettre une réaction de la part de l'autorité publique, de la part de la justice éventuellement, pas à l'égard de l'enfant bien sûr, mais à l'égard des parents quand c'est pour les très jeunes. Je crois que c'est très important. On n'en fera pas l'économie et malheureusement, je crois qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui dans ces domaines-là. Donc un manque d'autorité, selon vous, aujourd'hui, de la part du gouvernement, oui. à laisser faire au sein des écoles ? Et il faut aussi réapprendre dès le plus jeune âge l'éducation civique, il faut aussi peut-être un petit peu de morale à l'école. Aujourd'hui, on sait que une partie, en tout cas, des enfants sortent de l'école sans savoir parler le français, et c'est absolument dramatique. Il faut donc renforcer les heures de cours de français. Est-ce qu'il faut responsabiliser les parents aussi plus, selon vous ? Oui, mais bien sûr qu'il faut le responsabiliser les parents. Je vous en parlais à l'instant et je vous disais que le signalement doit être fait auprès probablement du procureur de la République pour qu'il puisse agir sur les parents et pas seulement sur les enfants, puisque ce sont les parents aussi qui sont co-chargés de leur éducation. Et ces dérives naissent aussi en partie à cause d'un certain nombre de parents qui sont défaillants, il faut bien le dire. Journée de la laïcité le 9 décembre, est-ce que vous veillerez à ce qu'elle soit célébrée dans votre ville, à Fréjus ? Mais moi, je respecte les lois de la République, évidemment. Et, elle vous plaît, cette journée ? Et lorsque ce sera voté, puisque ce sera probablement le cas, alors, comme partout en France, la loi de la République sera respectée, évidemment. Oui, mais est-ce qu'elle vous plaît ? Et peut-être même d'abord dans ma commune. C'est-à-dire ?
Eh ben, écoutez, moi je suis favorable à ce que dans ma commune les lois de la République soient respectées. Oui, ça on imagine. Oui. Donc peut-être d'abord et avant tout. Donc vous verrez également à ce que la laïcité soit, toutes les lois autour de la laïcité soient mises en place, soient mises en œuvre, parce qu'elles existent aujourd'hui. Je pense à l'interdiction du voile, des signes religieux. Vous savez, les questions des mères voilées pour les sorties scolaires. Bien sûr. Comment est-ce que vous appliquez ça chez vous? Bien sûr, mais nous sommes vigilants. Nous rencontrons pas particulièrement de problématiques liées à cela, à Fréjus en tout cas. Mais je sais que nombre de maires sont confrontés à ces situations. C'est plutôt difficile il faut que là encore, l'État soit aux côtés des collectivités locales, aux côtés des élus locaux, pour leur apporter une aide pour pouvoir traiter ce problème. Parce que ce n'est pas le maire d'une petite commune seul, sans moyens, qui est capable de répondre à ces problématiques. Donc il faut là encore que l'État accompagne les collectivités pour faire respecter la loi. Et je crois que là encore, le signalement, et j'en termine, des instituteurs et des directeurs d'école est très important. Ils doivent participer, agir aux côtés des élus locaux. L'affaire Cahuzac et Thévenoud sont passés par là. François Hollande veut une République plus transparente, encadrement des nominations, contrôle des lobbies. Le chef de l'État a annoncé une série de mesures pour renforcer la déontologie dans la vie publique. On écoute François Hollande. Pour éviter que des manquements ne soient connus postérieurement à l'entrée en fonction des intéressés, il devra être procédé à des vérifications avant toutes les nominations les plus importantes. Je sais aussi que les assemblées travaillent sur des propositions par rapport aux candidatures aux élections. Ensuite, les nouvelles règles déontologiques seront étendues à tous les acteurs publics, fonctionnaires comme magistrats. Des projets de loi seront déposés au Parlement et seront bientôt inscrits à l'ordre du jour. Enfin, il faudra encore rendre plus clair la confection des lois et des règlements pour un meilleur encadrement des groupes de pression. Les lois se multiplient pour renforcer la transparence dans la vie publique et pourtant on a l'impression, en tout cas les Français ont l'impression que c'est un petit peu un vœu pieux. Est-ce que la République exemplaire voulue par François Hollande, c'est pour maintenant? C'est surtout un peu tard, parce que après le nombre d'affaires qui s'est, il faut bien le dire, multiplié depuis ces derniers mois, particulièrement au Parti socialiste, et ça ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque d'autres sont apparus au grand jour, particulièrement à l'UMP, je crois que c'était nécessaire, et donc évidemment qu'il faut aller vers davantage de transparence, c'est une évidence absolue, mais il y a aussi à faire dans le choix des hommes, et les mouvements politiques, y compris leur direction, devraient peut-être être davantage vigilants sur les gens qu'ils choisissent pour aller se présenter. La question, parce qu'au Front National aussi, il arrive d'avoir des affaires et des histoires avec des élus. Lesquels, par exemple? Je n'ai plus les souvenirs en tête, mais vous savez très bien qu'il y a eu des affaires. C'est normal que vous n'en ayez pas en tête, parce que les affaires sont extrêmement rares. Dans la gestion municipale, contrairement à l'UMP ou au PS, à la différence d'ailleurs que nous, lorsqu'il y a une problématique avec un élu, nous nous en séparons immédiatement. Ça n'est pas toujours le cas du Parti socialiste qui, pendant des mois, a gardé M. Cahuzac comme ministre, me semble-t-il. Il en est de même pour tous les élus qui ont été condamnés à différentes occasions. Madame Andrieux était encore récemment vice-présidente du conseil régional. Ce que vous préconisez, c'est de se séparer le plus vite possible de la personne qui a commis une faute. Alors, il faut envoyer un message clair. Il faut que les partis prennent les responsabilités, qu'ils écartent les brebis galeuses, si on peut dire. Et encore une fois, il y a un vrai travail à faire dans le choix des hommes et des femmes qui nous représentent et qui sont les représentants de la République. Alors, j'ai regardé, j'ai cherché sur le site internet du Sénat. Votre déclaration de patrimoine n'a pas encore été publiée. Vous venez d'arriver. Mais est-ce que vous pensez que voilà, c'est ce genre d'exemples ou de procédures qui peuvent aller dans la bonne voie? Est-ce que vous êtes prêt à nous dire, par exemple, l'état de votre patrimoine aujourd'hui sur ce plateau? Oui, mais vous savez, à 27 ans, il est quasiment inexistant, mon patrimoine, pour vous dire la vérité. Donc, par conséquent, j'ai pas du tout de problème avec ça. J'ai envoyé, évidemment, le document en question qui sera publié, je pense, dans les prochains jours, dans les prochains mois. C'est pas moi qui gère ça. Mais moi, j'ai pas du tout de difficulté avec ça. Et je pense que chacun peut publier son patrimoine si ça vous paraît indispensable. Mais le véritable problème, c'est de savoir si on s'enrichit grâce au mandat qui est le nôtre. C'est ça le vrai problème. Et je pense que c'est là-dessus que nous devrions agir, en tout cas avoir des vues. Allez, on en vient tout de suite à notre nouvelle rubrique de Parlement Hebdo, c'est la loupe du scan.
Avec notre partenaire du Figaro, le scan.fr, nous accueillons le rédacteur en chef de ce site, Jim Jarassé. Jim, une actu encore très chargée cette semaine, que vous allez nous décrypter. Bonjour David Rachin. C'est moi le sénateur frontiste que l'ex-responsable de la communication numérique du Front National que je vais interroger aujourd'hui. Je vais essayer de voir avec vous quelle est comment la communication au numérique du Front National a évolué. Et notamment ces dernières semaines, on a l'impression que c'est devenu plus compliqué de gérer toutes les expressions numériques des cadres du Front National. J'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est ce tweet de Jean-Marie Le Pen qui a été publié le 9 janvier. Il faut rappeler le contexte, c'est le jour du double assaut à Dammartin-en-Goële et sur la porte de Vincennes à l'épicerie Cachère. Il y a ce tweet qui sort sur le Twitter de Jean-Marie Le Pen. Qui calme vote Le Pen. Gardez votre calme, votez Le Pen. C'est un flagrant délit de récupération politique. Est-ce que vous regrettez ce type de tweet ? Oui, d'abord, moi, je ne suis pas Jean-Marie Le Pen, donc vous poserez la question à Jean-Marie Le Pen. Moi, ce que je peux vous dire, oui, ça, c'est un fait. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que notre stratégie sur Internet et la stratégie que nous avions mise en place dès l'élection présidentielle en 2012 a fonctionné. Nous sommes le premier parti politique sur Internet. Nous avons une efficacité record dans ces domaines-là et nous n'avons pas de difficultés majeures. En l'occurrence, ce tweet, est-ce qu'il était dans une ligne de communication consciente du Front National ? Et vous savez, c'était quelque chose de volontaire ? La ligne de communication qui a été la nôtre, c'est celle qui a été développée par Marine Le Pen pendant ces semaines difficiles pour notre pays. Jean-Marie Le Pen a sa liberté de ton, il est habitué à en user, d'ailleurs, il faut bien le dire, et c'est sa responsabilité. Mais ce qui est certain, c'est que la ligne du mouvement politique, la ligne stratégique, l'orientation claire, c'est Marine Le Pen qui la fixe, et je crois qu'elle a eu l'occasion de le faire, et c'était parfaitement clair. Autre exemple. Alors, autre exemple, cette vidéo de l'eurodéputé Aymeric Choprade, dont on parle beaucoup cette semaine, et on va en regarder quelques extraits tout de suite. On nous dit qu'une majorité de musulmans est pacifique. Certes, mais une majorité d'Allemands l'était avant 1933 et le national-socialisme allemand. Une majorité de Russes, de Chinois, de Khmers était pacifique avant qu'ils ne réalisent d'abominables crimes au nom du communisme. Marine Le Pen s'est désolidarisée d'Aymeric Choprade en interdisant aux cadres du Front National de diffuser cette vidéo. Pourtant, Marion Maréchal Le Pen s'est fendue d'un petit tweet pour diffuser cette vidéo. Alors, on a l'impression qu'il y a deux camps un peu qui se dessinent au sein du Front National. Dans quel camp vous situez-vous, David Rachin ? Moi, je ne suis pas là pour commenter le tweet de tel responsable politique, y compris c'est des vraies affaires politiques. Ça prend une ampleur politique cette semaine. La réalité, c'est la suivante. Marine Le Pen a été élue avec 100% des voix au dernier congrès. C'est elle qui fixe la ligne, c'est elle qui fixe le cap politique du Front National. Elle a eu l'occasion de dire qu'elle était en désaccord avec une partie, en tout cas, de la vision d'Aymeric Choprade. Les choses sont donc éminemment claires. Le Front National, sa ligne, a été rappelée par la présidente. Une seule ligne. Et il n'y a qu'une seule ligne au Front National, c'est extrêmement clair. Et moi, je suis, en l'occurrence, sur la ligne du Front National et seulement sur celle-là. A toujours sa place au Front National aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est à lui de nous dire si, et je crois d'ailleurs pouvoir dire que à 95%, il est d'accord avec la ligne de Marine Le Pen et avec la ligne stratégique, politique qui est celle de notre présidente. Il faut, encore une fois, un petit peu de discipline dans un mouvement. Il faut respecter une forme d'autorité, on en parlait tout à l'heure, mais dans un parti politique, c'est valable aussi. Et donc, il est normal que Marine Le Pen remette de l'ordre quand c'est nécessaire. Une polémique a également éclaté dans votre ville de Fréjus. Oui, vous avez pris la décision en décembre, je crois, de supprimer l'abonnement de la médiathèque à plusieurs quotidiens nationaux, dont Libération et Le Figaro. Alors vous invoquez des choix budgétaires, hein, c'est tout à fait compréhensible et vous avez le droit en tant que maire de faire ça. Mais vos opposants locaux ont organisé une manifestation pour dénoncer une atteinte au pluralisme de la presse. Oui. Est-ce que vous n'avez pas regretté cette décision après les attentats qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo? Non, vous savez d'ailleurs, les adversaires politiques du Parti Socialiste qui étaient présents ce jour-là étaient 10. L'immense majorité des Fréjusiens a bien compris que ce n'était pas le maire de Fréjus qui avait fait ce choix. Il y avait un budget acquisition journaux de 11 000 €, il est passé à 7 000 €. Dans le cadre des économies, j'ai désendetté la commune qui était la 5e commune la plus endettée de France de 8,5 millions d'euros sur la première année. Il y a beaucoup de collectivités, peut-être qu'il ferait bien de s'en inspirer. On est passé donc de 160 abonnements à 100 abonnements pour une raison simple, c'est qu'il nous fallait faire
faire des économies encore une fois. Et donc la direction de la bibliothèque a choisi les journaux, les magazines qui étaient les plus consultés. Vous remettez le Figaro, vous remettez Libé? C'est ceux qui sont les plus consultés qui ont été conservés. Maintenant, encore une fois, si ça fait plaisir au Parti socialiste ou si ça fait plaisir à un certain nombre de personnes, et s'il faut remettre le Figaro pour leur faire plaisir, moi je suis de bonne composition. Donc mais nous verrons encore une fois. Mais si les Fréjussiens le réclament, vous savez, ils peuvent aussi, les gens du Parti socialiste qui allaient lire eux, Libération, et pas spécialement le Figaro, je pense, ils peuvent aussi aller dans un kiosque, et puisqu'ils ont des indemnités d'élus importantes, Madame Dimeo est, je crois, présidente de commission au Conseil régional, elle a des indemnités importantes, elle peut aller soutenir Libération et la presse en allant l'acheter dans un kiosque, ou même en s'abonnant. Mais vous laissez la porte ouverte. Merci beaucoup. Oui, je laisse la porte ouverte. Bon, il y a eu une des conséquences évidemment de ce climat très lourd, c'est les films qui ont été déprogrammés ces derniers jours par des maires. Vous êtes maire, on vous demandera votre avis dans un instant. C'est le plus de l'hebdo. Pour l'un de ces films, l'histoire raconte la conversion d'un jeune Français de tradition musulmane au catholicisme. Pour l'autre, l'arrivée des islamistes à Tombouctou. Deux films qui ont été déprogrammés dans certaines villes. C'est raconté par Simon Barbary. Le seul Dieu qui me touche, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un jeune musulman qui se convertit au christianisme, le sujet est sensible, c'est celui du film L'Apôtre, réalisé et produit par Cheyenne Caron. Un mini-budget, 50 000 €, une diffusion plus que discrète, moins de 10 salles en France, et pourtant la Direction générale de la sécurité intérieure a vivement conseillé la déprogrammation du film dans une salle de cinéma nantaise. Un risque d'attentat est évoqué, la projection est annulée. Que sais-tu au juste de Jésus? Qui est-il pour toi vraiment? Même message à un cinéma de Neuilly-sur-Seine, mais cette fois-ci la projection est reportée à la mi-avril. Des précautions compréhensibles, mais en contradiction avec les nombreux messages sur la liberté d'expression distillés dans la sphère publique depuis les attentats de Charlie. Bien loin de la provocation, L'Apôtre est un film foncièrement pacifiste où peu à peu, catholiques et musulmans avancent vers une compréhension mutuelle. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako a lui aussi été déprogrammé à Villiers-sur-Marne. Le maire UMP, Jacques-Alain Benisti, a cru que le film sélectionné au dernier festival de Cannes faisait l'apologie du terrorisme. Peut-être aurait-il dû voir l'œuvre avant, car elle en est tout le contraire. Un rétropédalage du maire s'en est suivi. Le film sera finalement projeté dans une quinzaine de jours, mais escorté d'un débat avec responsables religieux et associatifs. Des précautions qu'il y a quelques semaines encore auraient semblé bien superflues. Vous, le maire de Fréjus, seriez-vous prêt à céder à des intimidations pour déprogrammer un film ? Non, clairement non. Je pense qu'il est important que la liberté d'expression soit totale, y compris dans le monde cinématographique. Néanmoins, je peux comprendre l'inquiétude d'un élu local qui considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et donc, voilà, c'est un sujet un petit peu compliqué. Mais le rappel est clair sur la valeur qu'est la liberté d'expression. Liberté d'expression un petit peu à géométrie variable au sein du Front National, puisque vous-même, vous avez interdit à un journaliste de l'Express d'accéder à une de vos conférences de presse à Fréjus. Le petit journal est interdit des congrès frontistes. C'est pas quand même deux poids deux mesures, la liberté d'expression au sein du Front National? Vous savez, non, pas du tout. Dans l'immense majorité de nos réunions, tous les journalistes sont les bienvenus et vous le savez bien. Vous en interdisez certains, vous êtes le seul parti politique à le faire en France. D'abord, le petit journal, ce ne sont pas des journalistes, c'est du divertissement. Et quand on voit, si vous voulez, la manière qu'ils ont de nous traiter, je crois qu'en effet, ça n'est pas acceptable. Et quant à, par exemple, le Mediapart que nous refusons aussi, et ce sont eux qui avaient choisi de ne pas traiter Marine Le Pen dans le cadre de la présidentielle. Donc c'est un juste retour des choses. Exactement. Merci David Rachlin d'avoir commenté avec nous l'actualité de la semaine. Merci Mickaël. Très bonne suite des programmes.